pour faire suite à la présentation de l'intervenant précédent, qui était, je pense, extrêmement clair sur les enjeux, je ne vais pas donc m'attarder plus sur ces éléments, simplement pour resignaler effectivement l'importance par rapport au littoral, compte tenu d'un certain nombre de données en termes de population, où donc au niveau national, la densité sur le littoral est quand même 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale, où 85 sur les 100 premières villes touristiques sont sur le littoral. Donc on voit un certain nombre d'enjeux importants en termes démographiques, en termes économiques aussi. En termes d'artificialisation du littoral, bon, je n'y reviens pas, c'est désormais bien connu. Et un contexte donc de changement climatique qui a été très, très précisément exposé et qui est donc extrêmement important. Alors, c'est bien sûr le rapport de GIEC l'a très clairement dit. Ce que dit aussi le rapport de GIEC, c'est que la situation est certes préoccupante, mais elle n'est pas désespérée. Donc nous ne sommes pas dans une situation apocalyptique, hein, même si aujourd'hui on est dans une abbaye. Donc si on veut reprendre des termes, il est encore temps d'agir. C'est aussi ce que dit le GIEC. C'est-à-dire que le rapport du GIEC dit clairement aussi que si on prend maintenant les bonnes décisions et on se met collectivement en action, on peut aussi encore agir de manière positive et constructive. Donc il ne s'agit pas non plus d'avoir une situation complètement dramatique, même si dans certains territoires, effectivement, la situation peut être préoccupante. Mais voilà, le rapport du GIEC dit aussi qu'il est encore temps pour agir. Donc simplement pour rappeler au niveau national, si on prend la situation de l'érosion plus particulièrement, donc les dernières cartographies qui datent de 2004 dans le cadre du projet qui avait été conduit au niveau européen, qui s'appelait le projet Érosion, montraient à l'échelle nationale, donc un quart environ du territoire était soumis à un phénomène d'érosion, et qu'environ 10% étaient soumis à un phénomène aussi d'accrétion, qu'on oublie aussi souvent, hein, mais ça existe également. Oui, parlez un tout petit peu plus près du micro, merci, on ne vous entend pas trop au fond, merci. Voilà, donc c'était aussi ces dernières données dont on dispose. Donc on va en reparler, puisque au niveau national, quelles ont été les actions mises en place. Donc, on sait que collectivement, il y a eu quand même une très importante prise de conscience suite, bien entendu, à la tempête Xynthia, qui a permis donc d'impulser ou d'accélérer les politiques en matière de prévention des risques d'inondation et submersion, bien entendu, mais aussi de manière, j'allais dire, concomitante, les actions en termes d'évolution du trait de côte. Parce que bien évidemment, souvent, on parle de l'érosion à l'occasion de tempêtes. Hein. Sinon, j'allais dire, de manière courante, on parle très peu d'érosion. Ce n'est pas identifié, en tout cas jusqu'à présent, comme un enjeu national particulier. J'allais dire, c'est presque normal, puisque l'érosion entraîne, en tout cas jusqu'à présent, n'a pas entraîné de pertes humaines, donc contrairement aux inondations et aux submersions. Donc il est normal que dans, j'allais dire, la priorisation des actions, elle se porte avant tout là où les vies humaines peuvent être menacées de manière imminente et grave. Or, le phénomène d'érosion, jusqu'à présent, n'a pas causé de pertes humaines. Donc c'est peut-être pour ça, et ça explique sûrement que ça fasse moins l'actualité. Néanmoins, à chaque tempête, on en reparle. On en a encore beaucoup parlé aux dernières tempêtes hivernales qui ont fortement impacté les territoires littoraux. C'est bien normal. Et donc, dans la suite j'allais dire, de cette tempête Xynthia, un certain nombre d'actions se sont mises en place et ont également porté sur l'étude de l'évolution du trait de côte par la mise en place d'un certain nombre de structures, de démarches au niveau local pour améliorer la connaissance sur ces sujets. Et donc la stratégie nationale a été issue, j'allais dire, de cette prise de conscience et de ce mouvement suite à Xynthia, a émergé dans le cadre du Grenelle de l'environnement, qui a longuement débattu de cette question, entre tous les différents acteurs qui ont participé à cet événement. Et on rassemblé au sein d'une stratégie nationale qui se compose d'un certain nombre de recommandations, de principes, et qui est basée sur un programme d'actions, 22 actions qui sont réparties en 4 axes thématiques, que je vais détailler plus tard.
et donc qui ont permis pour la première fois au niveau national d'afficher un document d'orientation qui traite de l'érosion littorale et de l'évolution du trait de côte. C'est le document national qui fait référence. Alors pour la mise en œuvre de ce programme d'action ont été désignés cette année 2 députés, donc Pascal Gaud, député de Gironde, et Chantal Berthelot, député de Guyane, qui vont conduire le comité national de suivi qui va être chargé de suivre justement la mise en œuvre de ce programme d'action. Simplement pour rajouter un mot sur la particularité du phénomène d'érosion littorale, qui est souvent, et à juste raison, associé au phénomène de submersion ou d'inondation. Certes, néanmoins, c'est quand même un phénomène un petit peu particulier, puisque c'est considéré comme un phénomène naturel, qui est continu, qui est permanent, et qui devient un risque avec un péril que dans certaines situations bien particulières. Donc ce n'est pas tout à fait la même approche, j'allais dire en termes de politique publique, que la politique de prévention des risques inondation et submersion. Et tout l'enjeu, c'est bien d'éviter justement ou de réduire les possibilités d'arriver dans cette situation de risque avéré. Et pour éviter au maximum ce type de situation, la première étape, c'est l'acquisition des connaissances et des données dont on a besoin pour pouvoir prendre en amont et anticiper les décisions utiles aux échelles des territoires qui vont être concernés. Donc, les principaux enjeux de cette stratégie nationale, elle est à disposition sur le site internet, vous pouvez vous y référer, je pense que vous la connaissez pour la majorité d'entre vous, c'est de pouvoir avant tout de développer une connaissance homogène au niveau national dont on ne dispose pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au niveau national, nous n'avons pas les données nécessaires pour identifier l'évolution du trait de côte et l'évolution de l'érosion à l'échelle nationale. Ce travail est en cours, mais ça n'existe pas. C'est aussi à la suite de cette connaissance au niveau national, cela doit permettre de faciliter ou d'inciter, voire même de conforter toutes les stratégies locales qui sont soit déjà réalisées, soit en cours, avec des approches multisectorielles et des démarches coordonnées entre les différentes politiques publiques. C'est-à-dire que, bien entendu, pour agir de manière efficace et anticipée, il faut s'appuyer et mobiliser l'ensemble des outils des politiques publiques qui existent, c'est-à-dire en matière d'urbanisme, de prévention des risques, d'aménagement du territoire, de politique de préservation des espaces naturels, pour trouver les moyens de mutualiser et de mobiliser conjointement l'ensemble de ces leviers afin de construire des stratégies anticipatrices adaptées. Donc pouvoir anticiper les évolutions, apprendre aussi à vivre avec l'évolution de ce territoire. C'est vrai que c'est peut-être nouveau, j'allais dire, vis-à-vis de nos concitoyens et du public, que de devoir vivre avec un territoire qui est mouvant et qui bouge des fois plus vite que ce que l'on aurait prévu. Donc comment s'y adapter et être aussi, faire comprendre, c'est toujours extrêmement compliqué pour faire comprendre à ses concitoyens qu'on ne va peut-être plus continuer à faire des digues, des épis pour défendre un territoire parce que ça montre que dans certains cas, malheureusement, ce n'est plus suffisamment efficace. Et donc favoriser les mesures, les outils, les solutions qui permettent de diminuer la vulnérabilité de ces territoires, mais aussi leur propre résilience, c'est-à-dire leur propre capacité à s'adapter à ce changement. Et donc ça demande effectivement de trouver des solutions propres à chaque territoire. Donc que dit, si j'en reviens à la stratégie nationale, elle est basée sur 4 axes thématiques. Donc le premier axe qui est développer l'observation du trait de côte et identifier les territoires à risque d'érosion pour hiérarchiser l'action publique. Un axe B qui propose un certain nombre d'orientations qui permettent d'élaborer des stratégies partagées entre les acteurs privés et publics. Un axe C sur l'évolution vers une doctrine de recomposition spatiale du territoire. Et enfin, un dernier axe sur les modalités d'intervention financière, c'est-à-dire le financement de ces politiques-là. Donc je vais plus particulièrement m'attarder sur l'axe A, qui est celui de l'observation et de la connaissance, qui est bien entendu l'axe, j'allais dire, préalable aux autres actions. Donc il est basé sur 2 grandes actions, qui est créer un réseau d'observatoires et de suivi de l'évolution du trait de côte, en s'appuyant sur les acteurs régionaux, et établir une cartographie nationale de la région côtière et identifier à terme les territoires à risque d'érosion. Alors où en est-on de la mise en œuvre de ces actions ?
Alors, elles ont été conduites, j'allais dire, de manière concomitante avec l'appui du réseau technique du ministère, notamment le CEREMA et aussi le BRGM pour l'action sur les observatoires. Donc, la cartographie a été annoncée comme une action donc prioritaire par les deux ministres en début d'année qui étaient en déplacement à Cayeux. Donc, sont en cours, on espère pouvoir valider cette cartographie d'ici la fin de l'année, une cartographie donc nationale de l'évolution de l'érosion, basée sur un indicateur homogène de l'évolution historique du trait de côte. Donc, on souhaite pouvoir obtenir cette cartographie nationale à la fin de l'année. Donc, ce sera quand même une cartographie actualisée. Alors, sur des données qui sont actuellement faites effectivement uniquement sur des données État, hein, donc c'est une cartographie qui aura vocation à être enrichie, bien entendu, avec des données actualisées, validées et plus précises. Et pour cela, bien entendu, pour que cette cartographie puisse continuer à être enrichie dans la durée, le rôle des observatoires locaux ou de toute structure qui travaille sur le trait de côte sera évidemment fondamental pour la compléter, la préciser au niveau local et pouvoir identifier les territoires qui sont les plus exposés et les plus menacés. Donc c'est toute l'importance d'un travail en réseau national qui, selon nous, doit pouvoir permettre de valoriser l'ensemble des actions qui sont conduites au niveau des structures régionales, telles que l'Observatoire Normand-Picard, mais il y en a d'autres. Vous avez un GIP en Aquitain GIP Aquitain qui est extrêmement actif aussi. En Languedoc-Roussillon, il y a un important observatoire qui fait une action similaire. Les structures sont également assez variables. Il existe aussi des structures à l'échelle départementale, voire même à l'échelle intercommunale, qui font des travaux très intéressants, qui répondent à des vrais besoins. Donc, j'allais dire, bien sûr, l'échelle, la nature de la structure, elle est diverse, mais cela peut s'expliquer par différents paramètres, mais ça peut avoir sa pertinence, bien entendu. L'idée, ça serait quand même que, à l'échelle nationale, ces structures puissent avoir un cadre d'échange commun, de partage, de collaboration, et que l'on puisse disposer à l'échelle nationale d'un certain nombre de données dont on a besoin pour la conduite des politiques à l'échelle nationale. On est à 13 minutes. Très bien, je passe vite. Donc l'axe B est consacré à un certain nombre d'actions que l'on peut mobiliser pour que soit construit à l'échelle locale un certain nombre de stratégies ou de démarches pertinentes. Donc, c'est comment mobiliser les actions en matière de prévention des risques et des outils qui existent. Il y a les PPRL, il y a un certain nombre d'autres documents qui peuvent aussi intégrer l'évolution du trait de côte. Les outils d'urbanisme, les documents d'urbanisme de planification, les SCOT, les PLU, la gestion du domaine public maritime, qui incombe à l'État, qui lui aussi doit prendre sa part aussi de ces enjeux-là. Donc là, après, on passe à l'axe C qui est consacré à la recomposition du territoire et qui est consacré à la mise en œuvre de la relocalisation des activités et des biens. Donc vous le savez peut-être, il y a eu un appel à projet lancé par le ministère. 5 collectivités ont été retenues pour participer à cet appel à projet. Donc les voilà sur la carte. Et donc cet appel à projet se termine à la fin de l'année. Il est cofinancé par le ministère pour les études de faisabilité. Donc ce sont des collectivités engagées dans une démarche donc, de moyen et de long terme, bien entendu, qui a fait émerger un certain nombre de questions pour la faisabilité d'une telle option de repli stratégique ou de relocalisation des activités et des biens, extrêmement intéressante et enrichissante. Il y a eu un séminaire national le 19 mai dernier de mi-parcours qui a permis de voir où en étaient les porteurs de projets, les collectivités, les difficultés, les avancées qu'elles ont pu faire. Et on espère en 2015 faire un bilan de ces expérimentations sur cette option. Donc je passe rapidement sur l'option relocalisation. Je crois que ça a été évoqué. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Un dernier mot sur le financement, parce qu'on sait quand même que c'est toujours, j'allais dire, le nerf de la guerre. C'est bien légitime. Donc actuellement, au niveau national, il n'y a pas de source de financement particulièrement dédiée à la prise en compte de la gestion du trait de côte. Néanmoins, il existe au niveau de la nouvelle programmation des CPER un certain nombre de possibilités qui étaient
peut-être moins bien identifié lors de la précédente programmation du fonds FEDER, sur lequel s'appuient les CPER. L'enjeu du financement, c'est de pouvoir pérenniser l'actualité de ces connaissances et des suivis et faciliter la mise en œuvre de démarches locales, faciliter la pérennisation des structures telles que les observatoires au niveau local, puisque l'on sait que c'est quand même, ça doit être la colonne vertébrale de toute l'action publique qui découle derrière. Et simplement un mot de conclusion. Bien entendu, c'est important de savoir et de connaître, mais pour pouvoir agir de manière éclairée, comme l'a dit le vice-président en introduction. Donc, on nous demande souvent, mais quelle est la solution ? Mais il n'y a pas une solution, il y a sûrement des solutions qui sont à trouver au niveau local, en fonction des enjeux propres à chaque territoire. Et si ici, il y a effectivement une collaboration étroite entre les deux Normandies et la Picardie, sans doute que se retrouvent sur un certain nombre d'enjeux communs, mais ce n'est peut-être pas sûrement la solution qu'il faudra appliquer en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Bretagne, où les enjeux sont différents, où les territoires sont différents. Ça ne veut pas dire que la solution est moins bonne ou mieux qu'une autre. L'important, c'est de trouver des solutions adaptées, de les faire émerger, de se situer dans des démarches de moyen et de long terme, donc qui demandent effectivement de se projeter sur des temps assez longs, ce qui n'est jamais évident, ni pour les élus, ni à faire comprendre pour les populations. Et c'est là où on retrouve l'importance des partenariats et de mobiliser l'ensemble des partenaires, que ce soit les collectivités, les établissements publics, les structures scientifiques, l'ensemble des partenaires socio-économiques qui soient associés à ces débats et à la construction de ces politiques, et travailler à des échelles géographiques pertinentes qui sont à minima l'échelle intercommunale, je pense que la réalité le démontre, et alors ou départementale ou régionale, voire interrégionale, comme c'est ici le cas dans le cadre de l'Observatoire Normand-Picard, mais comme ça a été dit, c'est assez exceptionnel à l'échelle nationale. Néanmoins, l'important, c'est de travailler à l'échelle qui est au moins une assise suffisamment importante. Voilà, j'en ai terminé.